Notre invitée, Colette Brackman, bonjour à vous. Vous êtes journaliste belge, autrice de Rwanda, histoire d'un génocide. J'aimerais tout d'abord vous faire réagir à cette phrase de Paul Kagame. La communauté internationale nous a tous laissé tomber durant le génocide de 1994. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec le président rwandais? Mais il a malheureusement raison pour les événements d'avril, parce que dès le 7 avril, 10 commandos belges ont été massacrés, et tout de suite après, la Belgique, la France, l'Italie ont entamé l'évacuation des ressortissants étrangers. La Belgique a retiré tout son contingent qui était à la disposition des 400 hommes, 450 hommes, qui étaient à la disposition des Nations Unies, des casques bleus. Et plus que ça, elle a plaidé aux Nations Unies pour que l'ensemble du contingent qui travaillait avec le général Dallaire soit retiré. La décision a été prise et les 2700 casques bleus de l'ONU ont quitté le Rwanda. Ça s'appelait abandonner le Rwanda aux génocidaires. Le chef de la diplomatie française est à Kigali pour ces commémorations. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos d'Emmanuel Macron qui dit que la France aurait pu arrêter le génocide mais n'en a pas eu la volonté? C'est évident, parce que j'ai assisté aux opérations d'évacuation. Donc les troupes françaises, belges, italiennes, allemandes, je crois, tout le monde s'est précipité à Kigali pour évacuer les étrangers. S'il y avait eu une coordination pour dire on se précipite à Kigali pour arrêter les tueurs, au moins dans la capitale, dans la ville de Kigali, pour bloquer l'entreprise de génocidaire, l'entreprise de massacre de masse, on aurait pu le faire à ce moment-là. Il n'était pas encore assez puissant, assez développé à l'intérieur du pays. Alors Mais on n'a rien fait. ce devoir de mémoire, il est important, hein, 30 ans après les massacres. Que reste-t-il finalement de ces drames de l'histoire au Rwanda? Est-ce que le pays est désormais uni? Je crois qu'un effort, un énorme effort d'unité a été fait, et je pense que on doit parier sur les jeunes générations. Les jeunes générations qui ont grandi après le génocide, qui sont nées après, ont été élevées à l'école et dans tous les lieux publics dans cet esprit d'unité. Et c'est sur eux qu'il faut parier, parce que je pense que ceux qui ont traversé le génocide, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, sont marqués à vie. Mais j'étais au Rwanda récemment. Je pense que parmi les jeunes, on peut espérer. Comment on a pu arriver à un tel drame? Un habitant sur 8 a été décimé à l'époque. Expliquez-nous, parce que c'est vrai que 30 ans après, on n'a pas forcément voilà, les origines de ce conflit. Mais les origines, ça ne s'est pas fait en quelques semaines, en quelques mois. Il faut savoir que dès que les Européens, les Allemands d'abord, et puis les Belges en 1914, après la guerre de 14-18, sont arrivés au Rwanda, ils ont eu une vision biaisée de la réalité du peuple rwandais. Ils ont vu l'apparence physique différente, bien sûr, des activités économiques différentes, des éleveurs, des agriculteurs, et ils les ont catégorisés. Les Belges ont donné à ces gens qu'ils étaient en train de coloniser des cartes d'identité obligatoires, Hutus, Tutsis. Ces cartes d'identité ont été requises 80 ans plus tard, au moment du génocide, pour tuer les Tutsis. Et depuis ce moment-là, il y a eu une politique de division de cette population qui avait une religion, des coutumes, une langue, une terre, des habitudes communes. Il y avait beaucoup de facteurs d'unité, mais le colonisateur n'a pas vu cela. Il a vu la différence physique, les Hamites, les Tutsis, les Nilotiques, comme on disait, et des Bantous, qui évidemment n'avaient pas le même profil physique, mais ça n'est pas ça le plus important. Ils avaient la même langue, la même croyance, les mêmes coutumes culturelles. On a vu les différences, on les a accentuées, et là, après l'indépendance, ça s'est aggravé, parce qu'au moment de l'indépendance, c'est la majorité Hutu, les Hutus, qui ont reçu le pouvoir des mains des Belges, qui ont été légitimés. Les Tutsis ont été chassés dans les années 60, chassés vers les pays voisins. Un certain Paul Kagame, sa famille et 300 000 autres Tutsis du Rwanda ont été chassés du pays, se sont retrouvés en Ouganda, au Zaïre,
en Tanzanie, chassés de leur pays, avec l'idée de tous les réfugiés, c'est un jour retrouver une identité, avoir un passeport et retrouver leur pays. Et là, Hmm. il y a eu la guerre a commencé en 90, la France s'est interposée, on connaît l'histoire, Oui. et puis les accords d'Arusha qui ont été conclus en 93 prévoyaient le partage du pouvoir et le retour des réfugiés, c'est-à-dire que les Hutus devaient faire de la place aux anciens exilés, Ouais. Pour la partager dernière, le pays avec eux. Voilà. Pour la dernière minute qui nous reste, Colette Brackmann, j'aimerais vous parler d'Agathe Habyarimana, 81 ans. Elle est poursuivie pour complicité de génocide au Rwanda. Elle est actuellement dans l'Essonne, en France. Paris refuse de l'extrader vers le Rwanda alors qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que journaliste? Mais du point de vue des Rwandais, évidemment, c'est une provocation. C'est évidemment très très douloureux. Mais bon, cette dame est âgée maintenant. Peut-être que on va estimer qu'elle n'a plus toute sa tête, comme c'est arrivé avec d'autres prévenus rwandais. Mais il est évident qu'au départ, lorsqu'elle est arrivée en France, au lendemain de l'attentat contre l'avion présidentiel, elle était accueillie officiellement par la France de François Mitterrand, qui l'a accueillie, qui lui a donné un domicile, une résidence et une protection. Et donc, c'est difficile aussi pour la France maintenant de retirer cette protection qui a été accordée généreusement et peut-être indûment pendant 3 décennies. Oui, merci beaucoup Colette Brackmann, votre analyse est précieuse pour France 24. Je le rappelle, vous êtes journaliste belge et vous êtes autrice de ce livre Rwanda, Histoire d'un génocide. Merci d'avoir été notre invité dans Autour du monde.